Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par la DREEL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont les acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place, et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Claude Kayser, maire de Ménil-la-Orgne, une petite commune meusienne de 190 habitants qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Commercy, dans la communauté de communes de Commercy-Voix-Vaucouleurs. Bonjour, je m'appelle Claude Kayser, j'ai 60 ans, je suis maire d'un petit village de la Meuse, près de Commercy, petit village qui s'appelle Ménil-la-Orgne et qui fonctionne de façon un petit peu particulière. Voilà, je suis engagé personnellement antérieurement à ce mandat dans une espèce de militantisme associatif et très souvent au service de l'environnement. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu la consécration de mon itinéraire, puisque dans mon village, les habitants souhaitent s'engager dans la transition écologique et moi je mets mon énergie au service de cette volonté. Voilà. Donc j'avais exercé un premier mandat dans cette commune, un premier mandat de maire entre 2001 et 2008, un mandat classique. J'exerçais cette fonction de façon tout à fait conventionnelle, avec un conseil municipal classique. Puis ensuite, j'ai passé la main, je suis resté au conseil municipal en tant qu'adjoint pendant 2 autres mandats, classiques eux aussi. Et puis là, l'ancien maire m'a proposé de recommencer, et là j'ai accepté à condition de changer un petit peu le mode de fonctionnement de la commune et d'y associer plus largement, beaucoup plus largement, l'ensemble des habitants. Et donc depuis 2020, je suis dans ce deuxième mandat où je suis plus un exécutant de la volonté des gens qu'un véritable dirigeant. Voilà. Donc, je suis arrivé dans ce village un peu par hasard à l'occasion d'une mutation professionnelle dans les années 80. Donc j'habite à Ménil-la-Orgne depuis 1989. Et je m'y suis intégré très vite en y prenant beaucoup de plaisir, beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé beaucoup d'amitié et de bien vivre aussi. Donc je me considère aujourd'hui comme un vrai habitant du village, même si les nouveaux aujourd'hui sont intégrés immédiatement. Ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, voilà, je suis heureux et fier d'habiter ce petit village. Donc ma définition personnelle de la transition écologique, c'est vraiment mettre tout en œuvre, tous les moyens technologiques dont on dispose et toute l'énergie dont on dispose pour mettre fin aux énergies carbonées et aux énergies fossiles en général. Fossiles, c'est-à-dire qui nécessitent des matières premières qui s'épuisent, on est dépendant complètement et qui en plus mettent en péril la santé de la planète et des êtres humains. Donc moi, ça concerne toutes les énergies, que ce soit le gaz, le pétrole, l'uranium, tout ça pour moi c'est des énergies fossiles, il faut pouvoir s'en passer. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on dispose des technologies nécessaires pour y parvenir progressivement et le plus rapidement possible. Pour moi, c'est ça, c'est aller vers les énergies renouvelables, faire tout pour que ces énergies couvrent la totalité des besoins de l'humanité. Et il faut tendre vers ça de toutes nos forces pour sauver la planète, tout simplement. Mon moteur personnel, ce qui me motive pour faire tout ça, pour m'engager dans la vie publique, c'est que je pense qu'on ne peut pas vraiment être heureux si on essaye de satisfaire uniquement ses besoins personnels et individuels, qu'il faut se battre pour les besoins collectifs, pour l'intérêt des gens, pour l'intérêt de la nature, pour donner un sens à sa vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je lui donne du sens.
Et je pense que j'y trouve mon propre intérêt, puisque j'en reçois de la gratification personnelle et que je me sens utile. Et donc je ne conçois pas de vivre autrement qu'avec un engagement public, si minime et si local soit-il. Au moins j'essaye de faire des choses et ça me fait beaucoup de bien à moi-même. Je ne pense pas qu'on puisse se faire du bien à soi-même sans faire du bien aux autres, collectif, quoi. Voilà, c'est mon moteur. Et mon moteur pour l'engagement écologique, c'est que il y a urgence, on le voit bien avec les problèmes de la planète, tout ce qu'elle rencontre, tout l'effondrement de la biodiversité, l'effet de serre, le réchauffement, les catastrophes que ça commence à entraîner. Je vois pas d'autres moteurs plus puissants que cette urgence-là, que ce constat qu'il faut absolument changer nos comportements de façon à rendre le monde plus vivable pour nous et pour ceux qui vont nous suivre, surtout pour les générations futures. Donc c'est un engagement magnifique et c'est un moteur évident, quoi. Pour faire avancer la transition écologique, le rôle d'une municipalité peut, je dis bien peut, pas doit, peut être essentiel. Parce que, évidemment, si on veut aller vers les énergies renouvelables, caractéristique de ces énergies, c'est qu'elles sont délocalisables, elles ne sont pas la centralisation qui existe avec les énergies fossiles, on peut s'en passer. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a de l'eau à peu près partout. Et du coup, on peut gérer cela au maximum en local. Et il y a des initiatives qui peuvent être prises au niveau local sans attendre de grandes décisions nationales ou internationales. Donc évidemment que les collectivités, les municipalités ont un rôle à jouer. Ceci dit, il faut vraiment que les gens qui composent ces municipalités en aient envie. C'est pas juste parce que un maire ou un élu a cet engagement et ce souci-là que ça peut être fait. Ça doit être fait tous ensemble ou pas fait du tout. Mais évidemment qu'une municipalité peut faire énormément de choses et montrer l'exemple à bien des niveaux dans le domaine de la transition énergétique. Voilà. Alors, dans notre village, les projets d'énergie renouvelable, de transition énergétique, ils ont commencé lors de mon premier mandat, c'est-à-dire il y a 15-20 ans. C'était sous l'impulsion d'un de mes adjoints, Michel, qui a contacté une société éolienne pour savoir si notre village les intéressait, s'ils pouvaient implanter des éoliennes sur les terrains de la commune. Et ça a marché. On a eu un parc qui s'est créé de 3 éoliennes. Bon, c'était évidemment un projet privé, comme la plupart des projets qui fleurissent un peu partout sur notre territoire. Mais bon, la commune a quand même délibéré pour. Seulement, voilà, ce qui était un peu insatisfaisant, c'est qu'on a essayé d'associer les habitants à l'époque. Enfin, j'ai essayé. Et aux réunions, il venait un peu de gens, mais pas tant que ça, quoi. Et du coup, j'avais fait le tour du village, je me souviens, pour savoir si les gens étaient d'accord avec le projet éolien. Les gens m'avaient tous dit oui, que ça les dérangeait pas, à part 1 ou 2 personnes. Mais c'était insatisfaisant parce que quand le maire sonne à la porte des habitants pour leur demander s'ils sont d'accord avec un projet qu'il a en tête, c'est assez compliqué de lui répondre non. Du coup, le vrai débat n'avait pas eu lieu. J'en ai toujours gardé non pas une amertume, mais enfin une petite gêne, parce qu'on n'avait pas pu vérifier que c'était vraiment le projet des habitants de la commune. C'était un petit peu le projet du seul conseil municipal. Donc c'est déjà pas mal, mais enfin, on peut faire mieux en matière de transition énergétique. Alors, pour reprendre un deuxième mandat, là, à partir de 2020, moi je n'ai accepté de redevenir maire qu'à une seule condition, c'est de créer une assemblée citoyenne, c'est-à-dire une enceinte ouverte à tous les habitants du village, où ils puissent venir, non pas seulement donner leur avis, mais décider si on fait les projets ou pas, et notamment pour les projets d'énergie renouvelable, puisque c'est des projets sensibles, comme on le sait. Et pour moi, on ne peut pas construire un projet sans l'aval et sans l'enthousiasme, sans l'accord d'une large majorité des citoyens. Ou alors on génère des frictions, des tensions, des incompréhensions, de l'amertume, et c'est toute la démocratie qui est en danger, et les énergies renouvelables elles-mêmes.
Donc moi j'ai souhaité, alors pas seulement pour les énergies renouvelables, mais pour tout, travailler en assemblée citoyenne. Parce que je trouvais que c'était une chose qui a existé dans le passé, chez les Grecs, chez les Italiens, ça existe un peu dans certains endroits du monde, au Chiapas, au Rojava, et je trouvais que c'était excellent que les gens puissent avoir la possibilité, au moins, de venir participer aux décisions, je dis bien. Et donc, voilà, à peine élu, on a mis en place cette assemblée. Je n'avais aucune idée de quel impact ça allait avoir, ni si ça allait fonctionner, parce que c'était inédit. Et puis, les gens sont venus. Les gens sont venus, au début par curiosité. On a recensé toutes les idées qu'il pouvait y avoir dans la tête de tous les habitants. Et il s'est avéré que beaucoup d'idées allaient dans ce sens. Il y avait, je me souviens de post-it, plusieurs post-it où c'était indiqué aller vers un maximum d'autonomie énergétique, autonomie locale, travailler à notre bien-être au niveau de la commune. Il y avait beaucoup de voix VOIX qui s'élevaient dans ce sens. Et du coup, déjà, sur le démarrage des projets de transition énergétique qu'on pouvait avoir, on s'est senti légitimé pour y réfléchir au moins. Donc, comment ça s'est passé avec les autres élus, hein? Moi, j'ai essayé de composer une liste où mes colistiers seraient d'accord pour ce principe-là, le principe de laisser décider les gens et de s'engager moralement, sauf hérésie ou folie budgétaire, à exécuter les décisions de l'Assemblée citoyenne. Et j'ai trouvé tout de suite 10 colistiers qui ont accepté en disant de toute façon, quel risque on prend. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on recommencera comme un conseil municipal normal et point final. Et donc on a signé une charte, on s'est engagé à mettre en place l'Assemblée citoyenne et à respecter ses décisions. C'est tout. Les habitants ont tous reçu notre courrier et ils ont voté pour nous. Bon alors, c'était facile, il n'y avait qu'une liste. Donc, faut être honnête, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je pense que s'il y avait eu une autre liste à l'époque, eh bien, elle aurait gagné, parce que l'originalité de ce qu'on proposait aurait paru farfelu au plus grand nombre. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est l'inverse. Si une liste classique se présente contre nous, elle est sûre de perdre, parce que les gens ont pris goût à l'exercice de la décision collective. Au niveau du fonctionnement de notre assemblée, il est simplissime. On a donc au départ déjà notre liste s'est engagée à respecter les décisions de l'assemblée. Donc on a signé tous une charte pour dire qu'on serait respectueux des décisions de l'assemblée des citoyens. Voilà, donc les gens ont tous reçu cette charte. Et ensuite, dès la première réunion, on est venu avec une proposition de charte de fonctionnement, c'est-à-dire comment fonctionne l'Assemblée à la majorité, comment les sujets sont-ils amenés, donc ils sont amenés à la fois par les habitants et le conseil municipal. Quand le conseil municipal a une idée, il peut l'amener, mais il la soumet au vote des habitants. On a instauré une boîte à idées où chaque habitant peut faire des propositions. Et c'est l'Assemblée elle-même qui décide si oui ou non elle va examiner ces propositions, si elles lui semblent dignes d'intérêt ou si elle les laisse au conseil municipal. Puis voilà, on a instauré un quorum, 15 personnes, mais on est toujours entre 30 et 80. La seule fois où on a été moins, c'est parce qu'il y avait un match de foot de l'équipe de France. À la télé, on n'était que 25. Et sinon, pour un petit village de 190 habitants, ça vous donne une idée du taux de participation. Il y a quasiment tous les électeurs qui ont participé au moins une fois à une assemblée, quoi. C'est énorme. Et jamais on n'aurait pensé que ça fonctionnerait aussi bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On refuse le vote par procuration. Ça, c'est très important parce que accepter le vote par procuration, c'est accepter qu'on ne puisse pas changer d'avis. Alors que dans l'Assemblée, je peux vous garantir qu'on change d'avis souvent, et plusieurs fois par séance. Parce que justement, il y a l'échange avec les gens, chacun entend des arguments auxquels il n'avait pas pensé, et c'est tout l'intérêt du débat, tout l'intérêt du dialogue et de la prise de décision collective, c'est d'être là. Donc certaines personnes qui ne peuvent pas être là, par contre on a autorisé la visio, et le vote en visio pour ne frustrer personne.
Et à chaque fois, il y a des gens qui sont en vacances ou qui sont malades, qui peuvent participer en visio et comme ça, on a une participation maximale. Quoi dire d'autre sur le fonctionnement de l'Assemblée? J'ai dit à la majorité. Alors, on n'a pas fixé de chiffre pour la majorité, donc c'est 51%, mais d'elle-même, l'Assemblée se montre sage. C'est-à-dire que quand on est à peu près à 50-50, on fait pas. Et ceux qui étaient pour ne sont pas frustrés parce qu'ils comprennent très bien que quand une idée n'est pas mûre, on peut pas mettre la moitié du village contre l'autre. Donc il y a déjà eu des sujets sur lesquels, d'un commun accord, on a dit bon, on reverra plus tard, et on le fait pas. Faut pas croire que c'est la foire d'empoigne. Au contraire, les gens très vite apprennent à s'écouter, à respecter les tours de parole. On n'a quasiment jamais eu le moindre problème. Ça apprend le respect. Et puis ça apprend aussi la prise de parole. Il y a beaucoup de gens au début qui n'osaient pas parler. Et petit à petit, quand la confiance s'est instaurée, c'est-à-dire quand ils ont vu que c'était réel et que leur voix, ce qu'ils pouvaient dire, comptait réellement, ils sont mis à prendre la parole. Et notamment les femmes. On sait bien que les femmes ont souvent beaucoup plus de mal que les hommes dans notre société pour s'exprimer. Et là, on a noté un progrès considérable. Aujourd'hui, il y a des assemblées où tout le monde, il y a quasiment personne qui ne prend pas la parole, quoi. Et ça, cet apprentissage qu'on pourrait croire se fait sur des décennies, en fait, pas vrai. Dès lors que l'espace est ouvert pour qu'il puisse se faire, il se fait très vite. Comme la prise de décision. C'est vraiment épatant. Aujourd'hui, les gens disent je vais à l'Assemblée, comme ils diraient je vais acheter une baguette de pain, quoi. C'est vraiment rentré dans les esprits. Donc voilà pour le fonctionnement, mais il est d'une simplicité déconcertante. On amène des sujets, on les débat. S'il faut plusieurs séances, on fait plusieurs séances. Si on faut qu'une, on prend la décision tout de suite. Et derrière, le conseil municipal exécute, quoi. Enfin, prend la délibération qu'il faut prendre s'il est nécessaire d'avoir une délibération, ou met en œuvre les décisions prises s'il n'y a pas besoin de délibération. Voilà. On est vraiment, nous le conseil, un organe exécutif. Alors, pas pour tout, naturellement. L'Assemblée ne peut pas traiter tous les sujets. Il y a des sujets mineurs ou dont l'Assemblée ne veut pas. Le conseil continue à avoir son rôle, débat, choisit les entreprises au mieux des intérêts des habitants. Le conseil a mandat de l'Assemblée pour faire au mieux dans la mise à exécution des décisions prises. Donc, faut pas croire que le conseil n'a plus de rôle, ne sert plus à rien. Il est éminemment utile. Et moi, je me suis jamais senti aussi utile de ma vie en tant qu'élu que dans ce système-là. Et en plus, les habitants demandent des comptes. C'est-à-dire que les décisions ayant été prises par eux, je peux vous dire que derrière, il faut se dépêcher. Parce que, alors, où ça en est, tel sujet, on est amicalement mais fermement poussé à faire les choses. Tant et si bien que la crainte qu'on pouvait avoir au début, c'est-à-dire que ça ralentisse les projets, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les projets ont été démultipliés, accélérés, et là, en 5 ans, on a réalisé 75 projets grâce au fonctionnement d'une assemblée citoyenne, alors des petits comme des gros. Voilà pour le fonctionnement. Au chapitre des projets qui ont été envisagés et mis à exécution ou en cours de mise à exécution, je vais commencer par les projets qui concernent l'écologie. Ça a été une de mes grandes surprises. Je ne m'attendais pas à ce que les habitants soient aussi écolos. Je croyais que ça ne ferait pas partie de leurs préoccupations premières. Alors, effectivement, ce n'était pas tout à fait les premières préoccupations, mais elles arrivaient en deuxième. Les premières, c'était plus la sécurité routière, l'aménagement du village, l'embellissement, les équipements, tout ça. Après arrivait la transition écologique. Donc on a eu pas mal de trucs. Je vais commencer par les plus petits. On a décidé de planter des haies sur les chemins communaux. Donc ça a été une discussion entre les agriculteurs et les habitants qui s'est bien passée. Les agriculteurs ont bien expliqué pourquoi ça les gênait, enfin ceux que ça gênait bien sûr. Et puis on a réussi à trouver des compromis en le mettant sur certains chemins, parce que sur certains chemins ça gêne aussi les agriculteurs parce qu'ils peuvent plus les emprunter ou tourner dessus.
Donc on a trouvé 2 endroits dans le village où on pouvait planter des haies. Tous les habitants étaient contents, chacun a fait des pas vers les autres, quoi. Ça n'a pas été la foire d'empoigne, j'avais peur de ça, mais non, ça s'est bien passé. Et donc là, on a planté pour l'instant 300 mètres de haies et on va poursuivre. Puis les agriculteurs aujourd'hui ont de toute façon des subventions pour planter des haies sur leur terrain et non plus sur les chemins. Donc ils ont commencé à le faire aussi. Donc voilà, ça c'était ça. On a aussi acheté un verger communal. Un verger communal d'une trentaine d'arbres qui est ouvert à tous les habitants. Alors, on avait peur que les gens se battent pour avoir les fruits, mais pas du tout. Ça se passe bien, ça se passe même trop bien, c'est-à-dire que souvent les gens n'osent pas aller chercher les fruits parce qu'ils ont peur de léser leurs voisins. Donc il faut faire des opérations récolte pour vraiment vider le verger. Et dans la foulée, puisqu'on avait ça, on a aussi créé un alambic communal. Alors ça, on a vu ça avec l'administration des douanes, on a eu l'autorisation. On a acheté un alambic et on l'a installé dans un local du village. Et chaque habitant peut venir distiller ses propres fruits lui-même. Donc voilà, on a appris à distiller, on fait notre goutte tous les ans. Alors avec les fruits du verger ou les fruits que chacun possède dans son propre verger. Donc ça nous occupe les hivers. Et puis on a aussi mis un petit pressoir dans le local de l'alambic, ce qui fait que les gens peuvent faire venir leur jus de fruits, leur jus de pommes, fabriquer tout ça et le stériliser dans l'alambic qui est mis à leur disposition. Donc tout ça, ça crée de l'animation, de la vie dans le village. Pour l'écologie, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On va passer au gros projet. Donc on a trois projets. Deux qu'on a initiés nous-mêmes. Un projet éolien, qu'on avait été contacté par un développeur qui voulait mettre des éoliennes sur notre commune, comme ça se passe dans plein de communes. Et nous, on a dit, l'Assemblée a dit, OK, mais à une condition, on veut qu'il y ait au moins une éolienne qui soit propriété communale, propriété intégrale. C'est-à-dire pas seulement un morceau ou une participation dans le capital, on veut qu'elle soit à nous. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les développeurs privés qui s'enrichissent sur la vente d'énergie renouvelable. Pourquoi une commune ne le ferait pas? Alors, ils ont accepté, les développeurs. Donc, du coup, on est en train de monter le projet. Et la région Grand Est nous a rejoints pour investir dans une deuxième éolienne. Donc, on va avoir 2 éoliennes publiques dans ce projet-là. Ce qui est non pas une première en France, mais une deuxième. En tout cas, une première pour un tout petit village, puisqu'il y a la commune de Montdidier dans la Somme qui possède en propre 4 éoliennes. Autrement, toutes les autres éoliennes du territoire sont soit des éoliennes complètement privées, soit des éoliennes dites citoyennes, c'est-à-dire dans lesquelles les citoyens qui ont les moyens peuvent investir ou gérer. Nous, on a voulu que ce soit vraiment, que ça revienne à tous les habitants, même ceux qui pouvaient pas. Donc c'est vraiment une exigence et formulée par l'Assemblée citoyenne. Donc le conseil municipal a évidemment suivi. Et à chaque étape du projet, chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il y a une obligation légale de modifier l'implantation d'une éolienne, par exemple, on revient devant l'Assemblée pour vérifier que l'Assemblée est toujours d'accord et qu'elle suit toujours le projet et qu'elle est toujours derrière le projet. Rien ne se fait dans le dos des habitants qui valident le montage du projet à chaque étape du processus. Ça, c'est fondamental pour la bonne tenue, pour la bonne réalisation d'un projet d'énergie renouvelable, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, avec toutes les associations d'opposants qui se créent avec des arguments souvent fallacieux, mais certains qui sont justes. Les arguments justes, c'est on fait ça dans notre dos, ça ne profite qu'à quelques-uns, on ne décide de rien, on ne sait pas. Ça, c'est juste. Et il faut pas faire comme ça, parce que sinon ça décrédibilise complètement l'énergie renouvelable dans son ensemble. Donc il faut associer les habitants tout le temps. Et là, une fois qu'on est sûr que les gens sont d'accord, on y va. Par contre, s'ils sont pas d'accord, on arrête. Ça, il faut accepter l'hypothèse de perdre. Quand on est, comme moi, je suis tout à fait favorable, mais je peux vous garantir que si demain mon assemblée me dit non, terminé, on a réfléchi, le projet ne nous plaît plus, je ne discuterai pas et j'obéirai à mon assemblée, que ça me coûte ou non. On ne peut pas agir contre les gens, contre la volonté des gens, ça c'est absurde. Et tous les problèmes qu'il y a dans notre société aujourd'hui, toute la violence, toutes les
tout ce qu'on voit, c'est à cause de ça, à cause du fait que les gens sont spoliés, sont frustrés de leur pouvoir de décision. Alors ça, c'est le premier projet qui est tout à fait original, qui est sur les rails, mais bon, ça prend du temps, on en est au montage juridique et tout, le permis de construire est déposé, mais ça prend énormément de temps. Ensuite, on a un deuxième projet qui est un projet d'autoconsommation collective solaire. C'est-à-dire qu'on va implanter des panneaux solaires à divers endroits du village, notamment le long des bretelles de la route nationale, pour que ça ne prenne pas place ni n'enlaidisse pas des toitures ou autres, mais on pourrait aussi en mettre sur les toitures. Et donc, cette électricité produite va être consommée par les habitants, pas seulement pour les bâtiments municipaux. C'est-à-dire que tous les habitants qui souhaitent consommer cette électricité pourront s'inscrire dans le dispositif. Et là, la plupart vont le faire parce que c'est avantageux pour eux, vu que la commune étant porteuse du projet ne va pas essayer de faire du bénéfice sur la revente de l'électricité. Et la particularité de ce projet, qui est unique là aussi, encore une volonté de l'Assemblée, c'est qu'on a trouvé un système de stockage de l'électricité. Quand on pense stockage, on pense batterie. Donc, qui dit batterie dit pollution. Nous, on a trouvé un autre système de 2 bassins remplis d'eau. La journée, avec l'électricité produite par le soleil, on pompe l'eau du bassin qui est en bas et on la monte dans le bassin du haut. Et la nuit, quand il n'y a plus de soleil, donc normalement ça ne produit plus, bah là si, on ouvre le bassin du haut et il fait tourner une turbine qui produit aussi de l'électricité pendant la nuit. Ce qui fait qu'on optimise notre production et notre taux d'autoconsommation. Et ça, c'est unique en France. Il n'y a encore aucun autre village qui le fait. Et du coup, là encore, on est vraiment appuyé et suivi par les décideurs locaux, la région, le département, tout ça, parce que c'est innovant et puis aussi pour le caractère démocratique de la décision. Parce que c'est pas une décision qui a été prise par le maire, comme les autres, c'est vraiment poussé par les citoyens qu'on tente de faire ça. Et croyez-moi, en pareil cas, les citoyens, ils sont raisonnables. C'est-à-dire qu'ils ont posé des conditions à la réalisation de ce projet. Un, qu'on obtienne un minimum de subventions. Ils ont dit si on n'a pas 30% de subventions, on ne fait pas. Deux, s'il n'y a pas au moins 50% des habitants qui adhèrent au projet, on ne le fait pas non plus. Donc, il y a vraiment... ça, c'est l'Assemblée qui a réfléchi elle-même à ces conditions-là pour ne pas mettre en péril budgétairement la commune. Et dans 50 têtes, il y en a plus que dans 10 et que dans une. Et cette prudence-là, elle s'impose d'autant plus qu'on est nombreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quoi. Donc je tiens à souligner ça, l'Assemblée citoyenne est raisonnable. Je ne l'ai jamais entendu formuler de folie. Au contraire, il y a une grande prudence collective qui est de mise et qui est de fait. Donc voilà pour ces 2 projets. Et puis il y avait aussi un projet d'agrivoltaïsme, et ça pas porté par la commune, mais on avait le pouvoir de dire oui ou non. Vous savez, l'agrivoltaïsme, c'est des panneaux photovoltaïques sur les champs activés. On a réuni l'Assemblée citoyenne qui était plutôt contre. Mais dans la discussion, ça a basculé et l'Assemblée citoyenne a donné son accord à ce projet agrivoltaïque. Bon, après, vraiment, lourd débat et argumentation soutenue. On ne rentre pas dans les détails des arguments, mais c'était un débat tout à fait passionnant. Et du coup, le feu vert a été donné. Bon, apparemment, ça ne se fera pas, mais ça aurait pu se faire parce que l'Assemblée avait accepté. Là encore, ça ne se serait pas fait dans le dos des gens. Voilà pour les projets de transition écologique. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Après, il y en a d'autres. Alors, au chapitre des autres projets, il y a eu plein de choses, comme je l'ai dit, 75 projets. Alors, tout ce qui concerne l'embellissement du village, le fleurissement. Là, en ce moment, on est sur la création d'une place du village. L'Assemblée a décidé d'acheter une maison qui tombait en ruine et on l'a écroulée. Puis là, on va faire une place. Donc, il y a un groupe de travail qui planche sur une place. Il y a eu la sécurité routière. Là, c'était vraiment, tous les habitants ont dit ce qu'ils voulaient aux différentes intersections, dans les rues, et on a réussi à trouver une synthèse soumise aux autorités qui l'ont validée. Et on a aujourd'hui amélioré un peu les problèmes de vitesse dans le village.
avec l'accord de tous les citoyens, enfin pas de tous, mais d'une large majorité. Il y a aussi eu la création d'un terrain multisport. Alors ça, par exemple, moi j'étais contre le terrain multisport. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les city-stades, un truc en synthétique. Moi, je me suis opposé à titre personnel, mais j'ai qu'une voix dans l'Assemblée, en disant que c'était de l'artificialisation, que bon, on était en campagne, que c'était pas du tout adapté, et tout ça. Mais les jeunes et leurs parents l'ont emporté largement. Et donc voilà, le City Stade a été en 8 mois, après le projet, il était monté, quoi. Tous les habitants ont choisi le modèle, c'est un modèle en bois. Et puis du coup, on a fait un petit terrain de pétanque à côté, mais aux normes, un barbecue municipal. Et puis aux fêtes du village, au 14 juillet, toutes les générations se retrouvent là. Et j'aime raconter cette anecdote, c'est qu'il y a un jeune du village qui jouait sur le terrain, et le ballon est sorti, et moi j'étais en train de jouer à la pétanque. Et il est venu me voir pour rechercher le ballon, et il m'a regardé, il m'a dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je lui ai dit « J'en pense que t'as raison, j'étais un vieux schnock. » Parce que j'avais jamais vu ça avant dans le village, toutes les générations réunies comme ça. Et si j'avais été un maire normal, s'il n'y avait pas eu l'Assemblée, je peux te dire que le terrain, vous l'auriez jamais eu. Donc, vive l'Assemblée, quoi. Et ça a été pour moi la preuve que ça a vraiment une utilité quand une majorité de gens a souvent, pas toujours, plus raison qu'une personne seule. Et si la majorité a tort, là, en pareil cas, eh bien, c'est extrêmement pédagogique, parce que l'erreur qu'on l'a faite, on l'a faite tous ensemble. Donc elle va nous apprendre à tous, pas seulement à celui qui l'a faite, et puis elle va pas générer de rancœur ni de fâcherie, parce que voilà, on s'est trompé, ça nous apprend pour la suite. Donc même en cas d'erreur, on n'en a pas eu pour l'instant, je pense qu'on n'a pas fait de bêtises, même si c'était le cas, je ne renierai pas l'Assemblée pour autant, parce que le rôle pédagogique de la décision collective, il est évident. Voilà, sur les autres projets, c'est plein de petites choses, la réfection du monument aux morts, des croix qu'il y a au cimetière, énormément de petits trucs qui ont été décidés par l'Assemblée. Oui, je reviens sur l'écologie, il y a eu des décisions que j'avais oubliées. Il y a une jeune fille du village qui a découvert dans l'abreuvoir municipal des tritons. Elle a dit, les tritons sont protégés. Or, vous, le conseil municipal, vous nettoyez tout le temps cet abreuvoir, mettant en péril l'existence des tritons. Donc, je saisis l'Assemblée citoyenne pour mettre fin à cette pratique. Et donc, l'Assemblée a été saisie, on a discuté, on a fait venir un spécialiste qui nous a expliqué comment concilier propreté du bassin en plantant des végétaux, des iris blancs, des choses comme ça, pour éliminer les algues nauséabondes et tout en préservant les tritons protégés. Et grâce à cette jeune fille et à cette saisine de l'Assemblée, eh bien, on a mis en place une matinée citoyenne où on a ensemencé et embelli le bassin. Et puis, on va enlever les algues là prochainement à l'automne, quand la saison de reproduction des tritons sera finie, et tout le monde est content. Il y a eu aussi la création de chemins de randonnée, qui n'est pas terminée, ils ne sont pas tous balisés, mais ça aussi, c'est l'Assemblée qui a proposé de faire des chemins de rando autour du village. Et donc on a 5 chemins qui ont été créés ou qui sont en cours de création et qui permettent de découvrir un peu la faune, la flore et les beaux paysages qu'il y a autour de notre village. Voilà, les décisions qui peuvent être prises, c'est déjà pas mal. Puis plein d'autres choses que j'ai oubliées. Si, il y a eu un gros sujet, ça a été l'achat du restaurant communal. Ça, on avait 2 restos, un routier puis un resto plus terroir, et les 2, la même année, ont décidé d'arrêter, de fermer. Et là, c'était terrible, parce que ça veut dire qu'on n'allait plus rien avoir. Donc, on a eu l'idée de racheter le resto terroir, qui fait chambre d'hôte aussi, et d'y installer la personne qui tenait le restaurant routier, qui a des grandes compétences en cuisine. Et donc, on a de le mettre en location dedans, parce que personne ne pouvait racheter, c'était trop cher. Et du coup, la commune pouvait le faire, quoi. Et là, ça a donné de très grosses assemblées, les avis étaient partagés. On a eu 2 fois 80 personnes, ce qui représente, pour nous, c'est tout le village, quoi.
80 personnes, c'est tout le monde. Ils sont venus, ça a donné lieu à des débats passionnés, on parlait plus que de ça, c'était génial. Et puis finalement, 65 personnes ont décidé qu'on achetait, donc ben voilà, le resto il est à nous. Et puis beaucoup d'habitants du village vont y manger. On l'a gardé, quoi. C'est un lieu de vie formidable, de convivialité. C'est très joli. Enfin voilà. Donc ça a été une des plus belles décisions qu'on ait prises. L'ancien resto, bah, on l'a récupéré aussi. On en a fait une salle communale à la disposition des habitants. On avait aussi des bâtiments, des anciens dortoirs d'une ancienne école qui servaient à rien, qui étaient désaffectés. On les a proposés à la location à des artisans ou des libéraux. Aujourd'hui, on a 8 activités supplémentaires dans le village, une naturopathe, une esthéticienne, une psychologue, un hypnothérapeute, même une sexologue. Je vous dis pas tout, mais voilà, pour un petit village comme le nôtre, avoir tout ça, c'est génial. Et ça encore, c'est l'Assemblée qui a donné son feu vert, qui a trouvé qu'il fallait tout faire pour, quoi. Donc on a tout ça, on est béni des dieux parce qu'on a vraiment beaucoup d'activités pour notre petit patelin. On a un garage automobile, on a un très gros garage d'ailleurs. On a un fournil qui est fait avec agriculture biologique, transformation locale et vente locale, donc circuit court. Une fabrique de pâtes, même circuit, une fabrique de tisane, même circuit court et tout en agriculture biologique. Bon, ça c'est pas l'Assemblée qui l'a décidé, mais voilà, ça fait partie un peu d'un tout qui fait que on se sent quand même un petit peu bien à Ménil-la-Horgne, mais vraiment la plupart des habitants que vous pourrez interroger vous diront que si on s'y sent bien, c'est essentiellement grâce à notre système de fonctionnement qui crée des liens, qui rassemble. Vous rencontrerez aussi une minorité qui vous dira que non et qui préfère le système traditionnel. Mais bon, vraiment, la grosse majorité veut qu'on continue comme ça. Et je pense que je sois maire ou non lors du prochain mandat, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter, quoi. La plupart des personnes y ont pris goût et c'est notre plus grand bonheur. Voilà. Alors, pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ben, c'est pas parce qu'il y a un nid de gens progressistes à Ménil-la-Horgne ou plus intelligents qu'ailleurs, pas du tout. C'est des gens, on est normaux, on est ni plus bêtes ni plus malins. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'on a déplacé un tout petit peu le curseur. C'est-à-dire qu'on a permis aux gens, non pas juste de voter une fois tous les 6 ans ou de s'exprimer au cours de réunions de consultation, on leur a permis de décider. C'est eux qui ont le pouvoir de décision pour les sujets les plus importants, pour ceux qui concernent leur vie. Donc on leur a permis de décider et les gens du village ont compris qu'ils avaient ce pouvoir-là, c'est-à-dire ce pouvoir de dire oui ou non à des projets, et aussi le pouvoir de proposer eux-mêmes des projets et qui soient examinés par l'ensemble de leurs pairs. Et quand on sait qu'on vient là pour décider, eh ben on vient. Parce que si on vient pas, ben la décision elle se prend sans nous. Donc c'est juste cette petite différence-là qui fait que ça marche. Je vois pas d'autres explications. Il peut pas y en avoir d'autres. On n'est pas des êtres exceptionnels à Ménil, c'est juste que quand on ouvre cette porte-là, quand on permet aux gens de venir voter pour ou contre un projet, ils savent que c'est important. Et bon, s'ils viennent pas, ils disent tant pis pour moi. Voilà. Et ça marche, ça fait venir du monde. Et puis le bouche à oreille, les gens se disent oui, à l'Assemblée la semaine prochaine, tiens, c'est sur quel sujet? Oui, là, faut y aller, quoi. Tu te rappelles, toi, ça te concerne, ça, en plus. Alors, il y a des gens, ils viennent pas à toutes les assemblées, ils viennent à celles qui les concernent le plus, mais peu importe. Peu importe, on n'est pas obligé de voter sur tout. En tout cas, on est à peu près sûr que quand on prend une décision dans ce village, elle a l'appui du plus grand nombre. Et ça, c'est un confort extraordinaire pour un élu. Parce que l'élu ne peut pas se faire reprocher quoi que ce soit, ne peut pas se faire engueuler, puisqu'il exécute ce que veulent ses concitoyens. Donc si quelqu'un se plaint, il faut qu'il aille se plaindre chez ses voisins, mais
pas chez le maire, quoi. Et ça, moi, je suis en paix. Parce que j'ai pas peur. Je sais que ce que je fais, j'ai le soutien des habitants. Voilà, je suis fidèle à ce qu'ils veulent. Alors, il y a de limites à tout ça, bien sûr. C'est que si un jour il y a une décision folle qui est prise, mais ça ne peut même pas arriver. Je le conçois même pas. Et la première question que posent les gens en assemblée, c'est au niveau du budget. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut être subventionné? Sinon on fait pas. C'est vraiment, les gens ne sont pas fous. Les citoyens sont intelligents et capables de dialogue. On nous rebat les oreilles avec l'idée que les gens se foutent de tout, ne veulent plus faire de politique, même au sens noble du terme. Ce n'est pas vrai. Les gens ont envie de parler, ont envie de décider pour les choses qui les concernent. Et ici, ils le prouvent tout le temps. Ça m'a redonné cette séance de quelques années là, à recréer en moi un immense espoir. Parce que dans le bain général de désespérance dans lequel on évolue, on a tous tendance à baisser les bras. Il faut avoir confiance en l'humain, en les gens. Et cette confiance-là, elle est bien placée. Il y a du retour. Moi, vraiment, l'expérience qu'on mène ici, elle nous le prouve. Enfin, je le crois sincèrement. Sincèrement. Alors avec l'intercommunalité, on n'a pas rencontré de problème parce qu'en fait, il n'y a pas eu de grands projets, de grandes décisions à prendre au niveau de l'intercommunalité pendant ce mandat. Par contre, s'il y en avait eu, évidemment, moi j'aurais consulté l'Assemblée citoyenne pour avoir son avis. Et donc, en discutant avec les élus de la communauté de communes, j'avais demandé à pouvoir avoir au moins un aller-retour. C'est-à-dire à dire, je viens avec un mandat de l'Assemblée à la communauté de communes. Si lors du débat, j'entends des arguments qui n'ont pas été soulevés dans mon Assemblée et qui seraient éventuellement susceptibles de faire changer notre décision, je veux pouvoir retourner au moins une fois, consulter les habitants pour savoir si on maintient notre position ou pas. C'est la seule exigence, c'est même pas une exigence, la seule requête que j'ai formulée. Apparemment, s'agissant de grands projets, je veux dire, on n'est pas à 15 jours près, donc ça posait pas trop de problèmes au président et aux élus. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Par contre, ça inspire pas mal d'autres communes dans le secteur qui réfléchissent à comment mettre ça en place chez eux. Donc non, au niveau de l'interco, moi je trouve que ça serait formidable aussi de pouvoir que le représentant de la commune, pas pour les petits trucs de gestion courante, comme dans la commune, mais s'il y a un grand projet, je sais pas, s'il faut construire une piscine, s'il faut mettre en place un système de transport en commun, que sais-je encore, là, je pense que ça vaut le coup quand même que tous les habitants puissent s'exprimer. Et on en a le pouvoir, on en a les moyens en tout cas, grâce au fait qu'on soit délégué de toutes les communes. Qu'est-ce qui empêcherait chaque commune de faire une petite consultation de la position de ses habitants, pas à chaque fois, bien sûr, ce serait trop lourd, mais vraiment pour les sujets qui en valent la peine. Voilà mon idée. Mais pour l'instant, ça sera le deuxième étage de la fusée. On n'a pas encore eu le temps de le mettre en œuvre. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.